Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech Co et BFM Tech sur le site. Je vais finir par y arriver et le faire d'une seule traite, vous allez voir, un jour ce sera fluide. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va partir direction les États-Unis, une petite ville du nord-ouest des États-Unis, dans l'état de Washington très précisément. Une ville secouée par le meurtre d'une lycéenne, une certaine Laura Palmer. Et normalement, là, vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de Twin Peaks, série culte de Mark Frost et David Lynch, qui est disponible gratuitement depuis le début de l'année sur la plateforme d'Arte. C'est quand même un beau cadeau que nous fait Arte pour cette année. C'est l'occasion de revoir, pour ceux qui les ont déjà vus, les 3 saisons de cette série, mais c'est aussi l'occasion pour les fans, ceux qui ne sont pas fans, de découvrir justement la série. C'est une série qui est sortie pour les premières saisons il y a plus de 3 décennies maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui vaut peut-être le coup d'être découvert ou pas. C'est ce qu'on va voir justement avec mes 2 invités, 2 fans, eux, de Twin Peaks. D'abord, un visage familier de l'émission, celui d'Alexandre Letraine. Salut Alex. Salut Clément. Comment ça va ? Ah bah là, aujourd'hui, ça peut pas être mieux. Peut pas être mieux. C'est vrai que c'est quand même toi qui m'as suggéré l'émission. On va donner un peu de quiz. C'est toi qui m'as presque poussé à faire cette émission, puisque tu m'as dit Twin Peaks, c'est pour toi une de tes séries préférées. Ah, je pense que c'est une de mes séries préférées, vraiment. Donc a priori, je ne vais pas dire que c'est la meilleure, mais c'est en tout cas celle qui, chez moi, provoque le plus de choses. D'accord, tu nous raconteras justement déjà ton rapport à Twin Peaks et puis tu nous dévoileras un peu ce qu'il faut en retenir et pourquoi est-ce qu'il faut encore la regarder peut-être en 2026. C'est grave. J'imagine que tu ne diras pas le contraire. On va rappeler aussi accessoirement que tu es journaliste et animateur de La Loi des séries sur VL Média. Et face à toi, une nouvelle venue que je suis ravi d'accueillir, c'est Vesper. Salut Vesper. Salut Clément. Comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? Bienvenue dans l'émission. Passionné de films, de séries et derrière ce pseudonyme énigmatique, tu es chroniqueuse pop culture ici et là. Tu as une chaîne YouTube qui est plus très active, mais non, plus dans laquelle tu décryptais les objets de pop culture. Tu es sur Twitch, tu as fait un peu toucher à tout pour nous parler justement de tes passions, notamment, peut-être qu'on en parlera un jour et que tu auras l'occasion de revenir, de Tomb Raider. Je sais que c'est un jour de tes grandes passions. Avec James Bond, d'où le pseudo. Avec James Bond, d'où le pseudo, effectivement, référence à Casino Royale et à peut-être une des plus grande James Bond girl de l'histoire. La plus grande. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le sujet, même si on aura sûrement des choses à dire sur James Bond, vu que maintenant c'est dans le giron d'Amazon, Prime, etc. Aujourd'hui, c'est Twin Peaks, une autre de tes séries marquantes. Bienvenue donc dans l'épisode suivant, Vesper. Et nous, c'est parti, direction la ville de Twin Peaks. Twin Peaks, à la résumé, c'est un peu la série préférée de ton série-fil préféré, globalement. Quiconque aime les séries doit voir Twin Peaks à un moment dans sa vie, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, shame on me, je l'avoue direct. Moi, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce qu'Alex, justement, vienne me chercher pour me dire il faut faire une émission sur Twin Peaks, j'avais pas vu Twin Peaks, j'avais toujours eu un peu la flemme de voir Twin Peaks. David Lynch, c'est pas forcément ma came. J'ai dit ça va commencer à être vieux, la hype est passée, tant pis. Voilà, il y a des choses qu'il faut savoir admettre, mais voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai profité de la diffusion en clair donc sur Arte depuis le début de l'année pour me rattraper. J'ai fini la saison 1, il me reste la 2, peut-être que je regarderai la 3, mais c'est pas sûr. Et j'ai donc découvert, comme d'autres en ce moment, et c'est aussi l'intérêt de cette diffusion sur Arte, la ville de Twin Peaks, ses mystères, ses secrets, l'enquête sur l'assassinat donc, de Laura Palmer, qui est le point déclencheur de cette histoire, l'agent spécial Dale Cooper qui arrive en ville pour enquêter avec le shérif local. Ses remarques gastronomiques aussi, lui qui aime beaucoup le café et les tartes du diner de la ville, qui font partie de toute cette ambiance qu'il y a autour finalement de l'intrigue policière qui est un peu le début, mais qui permet d'ouvrir vers d'autres pistes derrière, le tout sur la musique assez incroyable, il faut le dire, même si elle est un peu particulière, on aura peut-être l'occasion d'en parler, d'Angelo Badalamenti. Est-ce que j'ai bien résumé Twin Peaks déjà, Alex ? Ça va ? Oui, on sent bien ? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en dire plus, c'est déjà commencé à effleurer. Voilà. La marque de fabrique, on pourrait dire aussi, c'est que ce sont ces personnages complètement décalés. Ouais. Le côté très parodique, en tout cas, assumé de pasticher un genre entier de la télévision, qui est un genre que j'affectionne aussi particulièrement, qui est le soap. Et c'est complètement revendiqué par Mark Frost, qui est un vrai personnalité de la télévision, formé sur les grandes séries des années 80. Parce qu'on parle de David Lynch beaucoup, qui est beaucoup associé à cette série, mais qui est Mark Frost ? Mark Frost, c'est un grand auteur de télévision. Il a fait ses armes, notamment sur une grande série, qui est la grande série du tournant des années 80, qui a un peu changé la télévision, qui est les Street Blues. Et c'est quelqu'un qui connaît les codes de la télévision et de la sérialité, et qui sait ce que c'est que de faire une série collégiale. Puisque c'est vrai que la télévision, pendant très longtemps, ça a été des héros avec des histoires bouclées par épisode. Et au tournant des années 80, il y a ce virage qui est fait avec les Street Blues, avec la loi de Los Angeles,
qui est des séries collégiales avec des personnages un peu plus ambigus et des histoires qui ne se bouclent pas en épisodes mais qui se poursuivent. Et puis il y a l'autre tournant, c'est l'arrivée des soaps en prime time avec Dallas, Not West Dynasty. Et c'est cette fusion de ces deux genres qui donne naissance à Twin Peaks. C'est pour ça qu'on dit souvent que Twin Peaks, c'est une série qui a tout révolutionné. Non. C'est l'aboutissement de cette révolution. C'est l'un des maillons de cette révolution, mais c'est pas la révolution en elle-même. La télévision n'a pas attendu Twin Peaks pour se révolutionner toute seule. On va parler justement de ce qu'elle a dit. Juste, je voulais voir un peu votre rapport, vous, à Twin Peaks tous les deux. Je vous ai un peu choisi parce que vous ne l'avez pas du tout découvert au même moment. Vous êtes deux fans de deux époques différentes. Quand est-ce que vous avez découvert la série tous les deux? Je crois qu'Alex, c'était toi qui l'as découvert en premier. Oui, Chronologiquement. sans faire de jeunisme, de vieillisme, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu qu'on la traite, parce que je me suis dit, c'est intéressant de voir qu'il y a une génération qui, avec Arte, redécouvre la série. Moi, je l'ai découvert, pas vraiment à la 5, parce que j'étais peut-être un petit peu jeune, mais dans les années 90, quand elle sort en VHS, Ok. et qu'il y a une très belle collection qui est sortie, que les fans connaissent peut-être, de VHS, où quand on les aligne tous ensemble, toute la saison 1, on a l'entrée de la ville de Twin Peaks avec son panneau. C'est là que j'ai découvert cet univers et j'en suis tombé complètement amoureux, avec cette particularité qui est la musique de Badalamenti, qui, moi, est une musique qui me fascine. Parce que je la trouve extrêmement envoûtante. Je trouve que, on pourrait presque se poser, respirer et se détendre tellement. Effectivement, tu l'as dit, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'image. Et en Elle est même temps, pas particulière, tant que ça, parce que quand on entend notamment le thème de Laura Palmer qu'on découvre quand on découvre le corps de la jeune femme, c'est à la fois beau, bouleversant, envoûtant. Enfin, c'est tout à la fois. Et c'est ça qui, moi, m'a plu. Et puis, j'ai une passion pour Dale Cooper, le personnage joué par Kyle On va en MacLachlan, parler. que je trouve Mais absolument effectivement, génial. la musique, tu vois, c'est marrant parce que donc Jean-David, qui est le producteur-réalisateur de l'émission, qui est en régie en ce moment même, me disait que quand il a rentré tous les extraits, parce que c'est lui qui prépare tout ce que vous voyez sur les murs derrière nous pendant l'émission, c'est lui qui a rentré les extraits. Il me disait voilà, la musique, ça m'a tout de suite mis un flashback, rapporté tout de suite direct en enfance. Vesper, toi, tu as découvert quand Twin Peaks? L'an dernier, du coup, en fait, j'avais essayé à 2 reprises de commencer la série il y a quelques années, notamment à l'époque quand ça arrivait sur Netflix. Mais ça n'avait pas pris. Et l'année dernière, suite à la disparition de David Lynch, forcément, tout le monde ne parlait que de Twin Peaks. Et je me suis dit qu'il était temps que j'étais enfin mûre pour découvrir cet univers. Et ça a pris direct sur moi. Malgré le décalage temporel et tout, ça t'a pas paru vieux ou autre Non, parce que c'est vraiment un univers à part qui m'a tout de suite parlé. J'ai pris un peu de temps parce que justement, j'étais pas encore très familière de l'univers de David Lynch et j'avais un peu d'a priori sur le côté qui peut rebuter un peu bizarre et qui sont les a priori quand on ne connaît pas encore trop Lynch, qui a vraiment beaucoup de choses à offrir. Et c'est vrai que là, ça a marché instantanément et c'est vrai que c'est devenu vraiment une de mes séries préférées. D'un coup, c'est assez obsédant en fait, une fois que la magie prend. C'est assez impressionnant. Ouais. C'est une belle preuve que les séries peuvent nous toucher, quelle que soit finalement leur année de diffusion. On peut autant être fan aujourd'hui de la 4e dimension si on le voulait. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je tempérerai un peu parce que tu dis, effectivement, c'est la série qu'il faut avoir vue quand on a un ami sériephile. Oui, mais pendant très longtemps, c'était plus le cas. C'est-à-dire que, en gros, pendant très longtemps, il fallait avoir vu Mad Men, il fallait avoir vu The Wire. Ça a été un peu... Grosso modo, tout ce qui existait avant, ça n'existait plus. Allez, peut-être Buffy si on veut être sympa, et puis c'est à peu près tout. Et puis simplement, il y a cette espèce de magie de la hype Netflix qui fait que dès que quelque chose arrive dans leur giron, ça devient tout de suite le truc qu'il faut voir, alors que la série était déjà disponible. Et voilà. Et je trouve que le bon moment pour la redécouvrir, c'est quand ils ont sorti chez CBS ce magnifique coffret collector de Twin Peaks, où il y a toutes les archives de la série, tous les making-of, et je le recommande à tout le monde parce que c'est vraiment en plus de Arte, c'est vraiment le très bon moment pour la découvrir. Qui doit être assez passionnant. On va plonger un peu dans ce qu'est Twin Peaks concrètement. Moi, je m'attendais à pire. Quand j'y suis allé, j'ai dit tout à l'heure, j'y suis allé un peu. David Lynch, je connais, j'ai vu plusieurs films de David Lynch, c'est quand même assez complexe, intello, parfois complètement barré, on comprend rien à ce qui se passe. Je m'étais dit, bon, Twin Peaks, va falloir s'accrocher. Et en fait, non, ça commence comme une série policière finalement assez classique. Il a réalisé que 2 épisodes sur les 29. Donc en fait, c'est plus une série de Mark Frost qu'une série de David Lynch. En fait, il y a une fille qui meurt, qu'on découvre son corps sur la plage un jour, voilà, Laura Palmer. Il y a un inspecteur du FBI qui vient, donc c'est une petite ville, c'est-à-dire quand même une ville de 50 000 habitants, donc c'est pas non plus un village. Mais tout le monde se connaît un petit peu, ça tourne autour d'une vingtaine de personnages à peu près qui sont tous mariés entre eux et couchent globalement tous les uns avec les autres. On peut résumer un peu ça Beaucoup de comme triangles ça. amoureux. Tout le monde se connaît très intimement dans cette ville. Donc c'est des éléments assez classiques. Tu disais, on est proche d'un côté de la série policière et de l'autre du soap avec des intrigues amoureuses dans tous les sens. Mais on n'est pas proche, on est dans le soap. C'est-à-dire qu'il y a même un soap dans la série qui s'appelle Invitation to Love, to Love. que le public de Twin Peaks regarde.
Moi qui ai grandi, qui suis le plus vieux de cette pièce, moi j'ai grandi dans les années 80 avec une série qui débarquait sur TF1 qui s'appelait Santa Barbara, qui était vraiment un pur soap. La série démarre par l'héritier de la famille qui est assassiné et ça dure 200 épisodes avant qu'on découvre l'assassin. C'est exactement ce que fait Mark Frost et David Lynch. Ils racontent l'histoire de Laura Palmer. Et je vais même vous dire un truc, ils ne devaient pas révéler qui était l'assassin de Laura Palmer. Ils auraient voulu que ça dure, que ça dure, que ça dure. Un mystère. C'est le fait que ça n'ait pas marché qu'à un moment donné, la chaîne a dit, les gars, on y va, il faut révéler. Mais on aurait pu avoir 200 épisodes de Twin Peaks sans jamais savoir qui est l'assassin de Laura Palmer. Et ça reprend tous les codes, ces personnages qui sont mêlés les uns et les autres, ces fils cachés, ces enfants cachés, ces gens qui disparaissent et qui reviennent. Vous verrez dans la deuxième partie de l'épisode, il y a une espèce d'entrepreneur chinois qui débarque à Twin Peaks. Ceux qui ont vu Santa Barbara, y penseront forcément parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur son visage. Bref, c'est tous les codes du soap appliqués à une série de prime time. Et je vais même vous dire mieux, la vie dans Twin Peaks évolue comme dans un soap, c'est-à-dire diffusion d'un soap, normalement c'est tous les jours, quotidienne. Et bien en fait, un épisode de Twin Peaks, c'est un jour de vie. Et donc en fait, les personnages dans la vraie vie évoluent plus vite que les gens à l'écran, ce qui donne ce décalage aussi dans Twin Peaks, c'est ce qui lui confère son univers si particulier. Ça a marché sur toi, Vesper, c'est justement cet univers, ces personnages qui sont à la limite, encore une fois, du cliché pour certains. On a la veuve éplorée, on a le rebelle du lycée avec sa moto, on a le quarterback du lycée, le diner, enfin voilà, tous ces trucs qu'on a vus, l'impression de les avoir vus 1000 fois. Est-ce que ça a quand même marché pour toi? Oui. Bah après, j'ai des prédispositions. J'étais déjà très fan de Desperate Housewives et c'est vrai que Wisteria Lane n'a pas grand-chose à envier à la ville de Twin Peaks sur certains aspects. Je regardais même Riverdale, qui était un peu considéré justement à l'époque comme le Twin Peaks des ados avant de dévier, qui a d'ailleurs une actrice commune qui est Mädchen Amick. Et donc je savais que j'étais mûre pour Twin Peaks sans vraiment le savoir. Mais tous ces archétypes fonctionnent très bien. C'est rare d'avoir une série où j'apprécie quasiment tous les personnages en fait. Ils ont tous quelque chose d'intéressant à apporter et c'est vrai que la musique apporte quelque chose vraiment de troublant et tout fonctionne en fait, que ce soit une histoire de Nadine qui est passionnée par sa tringle à rideau. Enfin, il veut déposer un brevet pour les tringles à rideau silencieuses. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? Mais écoute, une bonne idée. Passionnant. Et c'est vrai que même les personnages du diner, en fait, tout ce microcosme de effectivement cette petite ville où tout le monde se connaît, ça fonctionne à merveille en fait. Et c'est comme si on prenait une pelote de laine et qu'on tirait le fil et au fur et à mesure on découvrait un peu les liens qui les unissent entre eux. Et l'écriture est tellement bonne que ça marche parfaitement en fait. Tout ce petit monde tourne autour, on l'a dit, de Dale Cooper, qui est donc un peu le personnage central, l'agent du FBI qui est un peu nous, c'est-à-dire qu'on est guidé à travers lui, à travers cette série et ces personnages que lui-même découvre. J'espère qu'on n'est quand même pas trop Dale Cooper. On n'est pas trop Dale Cooper, mais quand il nous emmène avec lui dans cette ville de Twin Peaks qu'il ne connaît pas. Il vient de la grande ville, il vient probablement de la capitale de l'État. C'est un personnage qu'on pourrait détester parce que c'est un peu le cliché du FBI, c'est-à-dire que d'habitude on voit plutôt les séries ou les films du côté du flic local qui vient se faire manger son affaire par le FBI, qui le déteste, qui est totalement méprisant avec des techniques archaïques, etc. Là, au contraire, Dale Cooper, il est attachant. Il a un truc un peu, alors c'est ses remarques, je disais un peu, voilà, il adore le café. Il y a cette scène incroyable, je crois que dans l'épisode 7 de la saison 1, où il dit au shérif local dans le café, il faut savoir se faire des cadeaux chaque jour dans la vie, comme une bonne tasse de café noir ou une part de tarte. Enfin, il a un truc très humain, quoi, très simple derrière son côté très bien coiffé, inspecteur, etc. Oui, il arrive, il est tout de suite passionné par les arbres, par exemple. Ouais. C'est l'une des premières choses qu'il demande. La première chose qu'il demande en sortant, qu'est-ce que c'est que ces arbres? Et je trouve qu'en plus, il a une droiture d'esprit qui est assez bien retranscrite, mais sans être agaçante. On voit qu'il a des principes et qu'il essaye de bien mener son enquête et de faire les bonnes choses. Mais on va dire le côté boy scout, mais vraiment dans le bon sens du terme, et ça fonctionne très bien. Et surtout sa bromance, on va dire avec l'inspecteur, exactement, avec le shérif Truman, marche à merveille. On sent qu'ils s'apprécient énormément, et rien que de les voir évoluer au fur et à mesure tous les deux est vraiment super. C'est un bon héros de série, Dale Cooper, pour toi? Moi, je pense que c'est pas simplement Dale Cooper qui est un bon héros de série, c'est la rencontre entre Dale Cooper et Kyle MacLachlan, parce qu'il le fait super bien. Tu l'as très bien dit. Un autre personnage, peut-être joué par quelqu'un d'autre, ça aurait pu être insupportable. En fait, ce qui est génial, c'est que Dale Cooper, quand il arrive dans Twin Peaks, d'abord, il y a un personnage que tu n'as pas cité, mais qui est dès le départ, c'est Diane.
c'est cette secrétaire à laquelle il parle par son Et- dictaphone et qu'on ne voit jamais. On Et ne alors, voit jamais. spoiler, je n'en dirai pas plus, mais on la voit dans la Ah. saison 3. Si tu voulais de que je regarde la Twin Peaks. saison 3, c'est un bon moyen de l'attirer déjà. Voilà. C'est un des mystères qui me. C'est un des tient mystères le qui plus. nous hante et on la voit, on la découvre physiquement. Mais en fait, l'avantage de Dale Cooper, c'est qu'il se met tout de suite du côté des gens de Twin Peaks. Il adopte leur code et il devient rapidement un habitant de la ville, à tel point que, quand au milieu de la saison 2, il lui arrive un drame particulier le concernant, il aurait pu quitter Twin Peaks et il reste à Twin Peaks. Donc en fait, dès le départ, il y a cette fusion qui se fait. Et moi, je trouve qu'il a ce côté effectivement très juvénile, très, très, très jeune ado, très boy school, comme tu disais, et qui fait qu'on y adhère tout de suite. Et puis ce côté très déconnant, mélangé. Alors, pour avoir découvert la série en version française avec la voix de Patrick Poivet, donc la voix mythique de Bruce Willis, je trouve que ça lui va tellement bien. Et Il ce a un côté personnage un est peu fascinant. cartoonesque, quoi, finalement, dans ses Complètement, remarques, mais un tous- peu décalées. mais tous longs. Ouais. Tous longs. Je veux dire, quand on découvre le corps de Laura Palmer et que l'assistant de Truman arrive et peut pas prendre 2 photos sans se mettre à pleurer devant le cadavre parce qu'il ne supporte pas la vie des morts, Là, c'est drôle. voilà, on pose les bases de tout ce que va être Twin Peaks au fil des 2 premières saisons notamment. Peut-être une dynamique qui est intéressante. Tu parlais de la droiture de Dale Cooper. C'est vrai qu'il reste tout le temps obnubilé par cette recherche de la vérité, alors que tout autour de lui, le vernis de Twin Peaks, qui est au début, voilà, on le disait, cette lycéenne modèle qui s'est faite brutalement assassiner dans une ville qui jusqu'ici avait l'air très paisible. On découvre les secrets des industriels du coin, les secrets des politiques du coin, les secrets de peu tout le monde. Lui reste un peu le fil conducteur moral dans une ville où finalement tout est faux, quoi, presque. Tous d'élite, ouais. Tous d'élite. Et c'est peut-être ça, ce contraste, non, qui marche. Bien sûr, et ça a une importance justement, sans trop en dire, mais sur des lieux un lieu dont émane le mal, on va dire ça comme ça, et en comparaison à Dale Cooper qui justement représente vraiment le bien en fait, avec un B majuscule. Donc non, c'est formidable et c'est vrai que tout tient sur Kyle MacLachlan, il est impérial. Effectivement, qu'on a retrouvé du coup aussi dans Desperate Housewives. Desperate Housewives, exactement, Tout à cette scène fait. de City Il y a et beaucoup- plein il y a- plein j'ai- d'autres. J'ai vu qu'il y avait pas mal de filiations effectivement entre Desperate Housewives et Twin Peaks. Ah oui, c'est un nouveau soap. Enfin, Desperate Housewives, c'est un nouveau soap. Twin Peaks enfin, ils ont repris les codes effectivement qu'on voyait dans Twin Peaks, avec là aussi une ouverture forte sur un personnage qui, là en l'occurrence, se suicide, mais on garde les mêmes codes. Non, mais sans trop spoiler effectivement, mais quand même un tout petit peu pour raconter. Ce qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, c'est que Dale Cooper est pas si innocent que ça dans Twin Peaks, qu'il est d'une manière ou d'une autre lié à la ville. Puisque même avant d'arriver à Twin Peaks, il enquêtait sur des crimes qui auraient pu être commis par la même personne que celle qui a tué Laura Palmer. Tout à fait. Et puis ça, c'est hyper intéressant. La Loge Rouge, qu'on découvre dès le début de la série, qui est cet univers un peu bizarre dans lequel les gens parlent bizarrement. Cette de pièces avec des grands Ouais, rideaux rouges, exactement. un peu éthérés, qui n'est à la fois réel et pas réel. Et qui va être le lieu de clôture de la série dans la première saison et qui sera le lieu d'échange de toute la saison 3. Parce que, comme tu l'as dit, c'est là d'où vient le mal. Et notamment ce mystérieux Bob. Et l'histoire de Bob, pardon, mais je ne peux pas résister à l'envie d'en parler parce que le mec n'est pas comédien du tout. En fait, il se retrouve, je crois qu'il participe au décor sur le tournage de la série, et il se retrouve à un moment donné dans la trajectoire de la caméra de Lynch, qui le trouve absolument génial. Il trouve qu'il a une façon de capter l'image, et il le récupère pour jouer Bob. Il n'était pas du tout prévu pour ça au départ. Et il en a fait un personnage terrifiant. Un personnage culte aussi. Et on la voit d'ailleurs derrière nous en ce moment, là, cette imagerie qui est devenue totalement culte. Justement, ça qui m'intéressait, Twin Peaks, c'est culte, c'est considéré comme une série culte. Pourtant, c'est une série qui a été en échec, tu l'as dit un petit peu, parce que c'est une série qui s'est arrêtée après seulement 2 saisons, alors qu'ils auraient pu, comme tu disais, continuer pendant très longtemps. Dès le départ, ça s'est arrêté parce que les audiences, tout simplement, ne suivaient pas. Comment est-ce qu'on explique que... alors, il y a eu cette 3e saison qui arrivait 25 ans plus tard. Aujourd'hui, on est 35 ans après la première. Comment t'expliques que ça ait survécu et que ce soit devenu culte, justement? Comme beaucoup de... D'abord, ce ne serait pas le premier projet qui fonctionne pas au moment de sa sortie et qui grâce à l'exploitation télévisée, grâce au support DVD, cassettes, VHS, etc., permet de survivre. Il y a une communauté de fans qui est très puissante, notamment des gens aux États-Unis qui se retrouvent dans la petite ville de Snoqualmie, qui est la vraie ville, qui est le décor extérieur, pas très loin de Seattle, où les gens se retrouvent, ils vont dans le WR qui existe, ils vont à l'hôtel du Grand Nord qui existe, ils se retrouvent là-bas tous les ans, ils font des meet-up là-bas et tout, et ça marche très très bien. Et je pense qu'effectivement, il y a une communauté de fans qui est très très forte. Je ne dirais pas que le fait que la série soit revenue, c'est un signe que c'était une œuvre culte, mais c'était parce que ça amorçait le début où maintenant on recycle un petit peu tout ce qui a très bien fonctionné. Mais il y avait les prémices dans la série. À un moment donné, Laura Palmer dit on va se retrouver dans 25 ans. Elle le dit à Dale Cooper dès la série d'origine. Et effectivement, on s'est retrouvé 26 ans plus tard dans la série. Mais
c'est une série culte parce qu'elle a un public fort et surtout parce qu'elle a su effectivement exploiter les prémices de ce qu'allait devenir la télévision avec les plateformes et les chaînes du câble, c'est-à-dire des séries peut-être un petit peu plus exigeantes, un petit peu plus complexes. Dans les cultures, dans les Et voilà. personnages. Mais encore une fois, je le dis, il y a eu d'autres très très grandes séries et je ne voudrais pas réduire Twin Peaks et lui donner l'importance, même en tant que fan, qu'elle n'aurait pas. Cette communauté qui s'est créée, toi, tu l'as dit un peu brièvement, c'est que tu es rentré tout de suite dedans, tu as été un Oui. peu obsédé Oui. par Twin Peaks. C'est l'effet que fait encore la série aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais pour le coup, je nuance un peu parce qu'elle a quand même la saison 1 avait quand même très très bien marché et Elle fait 7 épisodes. oui, pas beaucoup. évidemment, mais elle avait quand même très bien marché et l'idée aussi, c'est qu'elle marchait beaucoup auprès des jeunes. Et c'est le changement de date de diffusion qui a aussi fait que les audiences se sont effondrées et qu'on disait que David Lynch notamment disait Twin Peaks people are party people, donc c'était vraiment des gens qui font la fête. Et quand ils ont changé le jour de diffusion à un jour où les gens sortent, c'est là aussi que les audiences se sont effondrées. Donc ça, j'allais dire, je suis limite un peu plus vieille que la population de l'époque qui était vraiment à fond quand c'est sorti. Mais oui, non, ça marche. Ça marche vraiment très bien, quoi. Je disais, même moi, j'étais un peu surpris, rentrer dedans très facilement dans cette série finalement, alors qu'on a parfois des a priori justement sur la série de l'extérieur. Est-ce que c'est aussi pas lié au fait qu'elle a eu tellement d'empreintes dans la pop culture par la suite? On en parlait de Desperate Housewives, on parlait de plein de séries. Il y a le jeu, par exemple, Life is Strange aussi, en jeu vidéo, ça a beaucoup inspiré des œuvres. Donc en fait, qu'on a vu, et donc sans le prendre conscience, on avait déjà vu Twin Peaks en partie, donc on rentre peut-être plus facilement aujourd'hui dedans que ce qu'on voudrait bien le croire. Il y a beaucoup d'œuvres dont on connaît un peu les symboles avant même de les avoir vus. Si je te parle de Doctor Who, je pense que tu visualises même, n'importe qui visualise à peu près à quoi ça ressemble avant même d'avoir vu la série. Mais pardon. Non, mais c'est vrai que mais il y a effectivement, ça nous aide à rentrer dedans, quoi. On est peut-être moins désarçonné par le côté parfois un peu bigarré de la série. Oui, en fait, je trouve que c'est le côté soap qui sert de pédiluve, Ok. un peu pour rentrer dans la série avant que ça devienne justement un peu bizarre, comme on aime le dire. Et une fois qu'en fait on est pris dedans et qu'on est pris dans toutes les intrigues de tous les personnages, dans à la fois l'intrigue évidemment du meurtre de Laura, mais voilà les intrigues extérieures à tout ça. En fait, c'est bon, on est déjà accroché, on a envie de savoir ce qui se passe. Et ça, justement, en fait, même les 2 premières saisons et le film servent à la fois aussi d'introduction sur ce qu'on verra dans la saison 3 sur The Return aussi, en fait. C'est une fois qu'on est pris dedans, on peut plus en sortir, en fait. Un mot justement sur la saison 3, qui est donc sortie 25 ans après. Est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Est-ce que vous diriez aux gens, il faut regarder absolument les 3 ? Mais je suis même pas sûr que moi je conseillerais à des gens forcément de se jeter sur Twin Peaks. Parce que je pense pas que ce soit une série qui soit pour tout le monde. Pour tout le monde, ok, ouais. Je pense pas que tout le monde puisse accrocher à cet univers-là. Et alors, si vous accrochez pas, ou si vous avez du mal à rentrer dans les saisons 1 et 2, oui, ça sert à rien d'aller. Allez pas sur la saison 3, parce que c'est une saison quand même qui a pour but un peu de casser l'original. Moi, je trouve. Alors, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que le côté. D'abord, Mark Frost écrit 9 épisodes, David Lynch en produit 18. Il étend le tournage, il donne sa patte à lui, vraiment plus que celle de Mark Frost. Le côté, on rétablit des personnages qui avaient disparu, on les refait venir. Enfin bref, moi je trouve que les gens vont être largués. Ils vont être largués par cette narration-là, même aujourd'hui avec la télévision telle qu'on la connaît. Et je pense que si vous aimez Twin Peaks, allez voir la série. Mais vous aurez déjà eu, moi le pédiluve pour savoir si on va aimer la saison 3, c'est le film. Ok, oui, parce qu'on en a Firewalk parlé, mais il y a With un film qui est sorti entre les 2 premières, juste après les 2 premières saisons. Qui s'appelle Les 7 derniers jours de Laura Palmer, qui découvre comment Laura Palmer est assassinée. Et si déjà vous aimez pas le film, qui est déjà très particulier en tant que tel, n'allez pas sur la saison 3. Voilà, c'est pas la peine. Vous pourrez vous satisfaire de la fin de la saison 2. Il y a un cliffhanger, mais qui peut être une fin en tant que tel. Et ça marche très très bien. Important, n'y allez pas, vraiment. Tu confirmes, Vesper, saison 3, toi, tu as aimé quand même ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé la saison 3, mais il faut justement déjà avoir apprécié les 2 premières et le film mais je comprends que ce soit clivant. Après, je conseillerais quand même au moins d'essayer Twin Peaks. Ça peut prendre ou ça peut ne pas prendre, mais voilà, au moins essayer de voir comment ne serait-ce que le pilote marche sur vous. Mais c'est aussi une histoire de timing. Comme je disais, j'avais déjà essayé la série avant et
ça n'avait pas pris. C'est aussi une rencontre entre un état d'esprit du moment et voilà, une maturité ou plein de choses. Donc peut-être que là, ça ne va pas et peut-être que dans quelques années, ça ira, on ne sait Mais jamais. c'est un bon mantra, c'est un peu le mantra de l'émission. D'ailleurs, on n'arrête pas de répéter allez regarder, faites-vous un avis, et puis après, Ouais. ça vous plaît pas, c'est pas grave de pas aimer Twin Peaks. Hein, vous Et serez si pas, je peux me permettre une toute petite remarque, regardez Permets-toi. beaucoup plus, Clément, que ce qui se passe derrière, parce que je crois avoir vu quand même qu'il y a une espèce de très très gros spoil Bon, ne regardez sur pas l'écran. voilà. Non, mais regardez pas. Ne Mais regardez que allez-y, moi. Regardez que moi, voilà. allez-y, regardez que lui. Je suis la star de cette Moi, je émission. voudrais juste mentionner, parce qu'on a parlé de Dale Cooper, et je voudrais juste mentionner Ouais. quand même à la fois les comédiennes, que moi je trouve absolument formidables, Machen Amick, Cheryl Lee qui joue le rôle de Laura Palmer par exemple, que je trouve génial. Et puis je trouve, moi, ma scène préférée de Twin Peaks, c'est dans le premier épisode, c'est Ray Wise qui joue le rôle de Leland Palmer. La façon dont il dévoile à sa femme que Laura Palmer a été assassinée, La où mise en tout scène, se joue en arrière-plan, ouais, avec lui qui dit elle est où Laura et tout ça, et puis la police qui arrive, le et téléphone. il se passe etc. rien, c'est juste le téléphone qui tombe, et la femme comprend, Sarah Palmer comprend ce qui s'est passé. Pour moi, ça c'est un petit moment Il y a effectivement des magique. moments assez fous de mise en scène qui sortent totalement là du soap, Complètement. etc. Et il y a des moments alors, qui sont effectivement, on se dit, mais c'est un peu ridicule d'avoir fait ça, mais c'était il y a 35 ans. Et d'autres moments qui paraissent encore aujourd'hui assez incroyables dans la mise en scène. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses dans Twin Peaks, des choses que vous aimerez, des choses que vous aimerez pas. Mais encore une fois, allez essayer, allez regarder. Et Alex, je vois que tu as apporté un livre peut-être pour nous permettre de rentrer dans l'esprit Eh bien oui, parce qu'en fait, du, il y a du beaucoup créateur. Il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis sur Twin Peaks. Il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis sur David Lynch. Il y a quasiment pas de bouquins qui sont sortis sur Mark Frost. Ouais, Et en fait, moi, je suis tombé dessus. Il est sorti pendant le confinement. C'est un bouquin qui s'appelle Conversation avec Mark Frost, Twin Peaks, Hill Street Blues et tout le reste. C'est un condensé avec toutes les interviews qui ont été faites. C'est une façon de comprendre le travail de Mark Frost. Voilà. Alors, il est en anglais. Je suis désolé. Donc, s'il faut maîtriser un petit peu la langue de Shakespeare, mais il est disponible sur les plateformes et tout ça. Allez-y, c'est passionnant de pouvoir comprendre un petit peu à la fois l'implication de Mark Frost sur la série et sur le retour. Donc, sur The Return, où on l'a pas beaucoup entendu. Donc, voilà, c'est un très très bon livre. et ben voilà, si vous voulez compléter, que vous avez déjà vu Twin Peaks ou que vous le découvrez grâce à Arte, eh bien allez-y. Et je rappelle, donc c'est disponible gratuitement. Encore une fois, profitez-en parce que des séries de Il y en a cette pour un an. qualité culte gratuite. Et effectivement, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc vous avez le temps de regarder les 3 saisons, parce que autant la première a 8 épisodes, autant la deuxième il y en a 22 et la troisième il y en a 18, je crois. Donc il y en a pour un petit moment. Mais vous avez jusqu'au mois de décembre pour regarder tout ça. C'est quand même, encore une fois, soulignons ce que fait Arte pour nous diffuser des séries quand même de cette qualité gratuitement. C'est un vrai cadeau qu'on a pour nous en 2026. Merci à tous les deux pour ce débat passionnant sur Twin Peaks. Et on va terminer avec les séries de la semaine. Deux recos pour les invités qui ont leur carte blanche. On va commencer avec toi, Alex. On va remonter encore un peu plus le temps. Pas de beaucoup, Quasiment pas de pas beaucoup, de 2 ans. Avec une série qui a commencé en 1988, qui est donc plus vieille que Twin Peaks et qu'on peut redécouvrir sur Prime Video. Ah oui. Série adaptée d'un film que j'adore. Je savais même pas qu'il y avait une série. Tu vois, c'est toi qui me l'apprends encore une fois. Tu m'apprends tellement de choses. J'ai adoré moi le film. Ça s'appelle Dans la chaleur de la nuit. Ouais, qui datait de 1967 ou 1968, je sais plus. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que la série, c'est la suite directe, D'accord. mais 20 ans plus tard, produite 20 ans plus tard. On est dans une petite ville des États-Unis qui s'appelle Sparta, une petite ville du Mississippi. Donc, autant vous dire que c'est pas l'Amérique la plus progressiste en matière de droits civiques. Intéressant parce que quand la série sort, c'est quasiment la même année que va sortir l'excellent film Mississippi Burning, Mhm. qui va montrer évidemment l'état de l'Amérique dans les années 60. Et donc, on est dans les années 80. On va suivre cet officier noir, Tips, qui était dans la ville pour mener une enquête, qui enterre sa mère, pardon, et qui va partir. Et il se voit proposer un poste d'inspecteur dans la police locale, sous les ordres du shérif qui s'appelle Gillespie, qui est un shérif. C'est pas qu'il est raciste, mais en tout cas, lui, il veut pas faire de vagues. Oui. Il essaie de ménager les est- susceptibilités de Oui, tout le c'est monde. ça. Il est dans les mœurs de son époque. Et il essaye de faire, de jouer un peu la balance. Et Tibbs va donc obtenir ce poste d'inspecteur sous contrat avec la ville, ce qui n'arrive jamais. Donc autant vous dire que ça attise les colères de tout le monde. L'idée, c'est, on a un période électorale et le maire veut se mettre un peu la population noire dans la poche. Ok. Et donc, on va suivre ce binôme absolument improbable de ce flic noir qui a l'intention de se faire respecter comme tel. Il a même à un moment donné un face-à-face avec un policier de la ville qui lui manque de respect parce qu'il est noir et lui dit d'abord vous allez m'appeler monsieur et maintenant c'est comme ça que ça va se passer et ça ne marche pas autrement. Il va faire office donc avec le shérif de la ville pour mener des enquêtes assez tradies des polars des années C'est un 80. procédural.
C'est un procédural, sauf qu'en arrière-plan, ça parle beaucoup de la question de la représentation des minorités dans l'Amérique des années 80, avec un premier épisode qui reprend un peu les bases du film, c'est-à-dire qu'avec une enquête très raciale sur le pouvoir de cette un peu aristocratie blanche qui vit dans des maisons coloniales et qui se croit un peu tout permis. Et ce qui est hyper intéressant, on parlait tout à l'heure de la révolution télé dans les années 80, 70, 80. Le rôle de Gillespie dans la série, il est joué par Carol O'Connor, qui est un grand acteur aux États-Unis, qui a incarné pendant 7 ou 8 ans dans les années 70 le rôle de All in the Family, qui est une sitcom dans laquelle il jouait un bigot raciste, voilà, et qui est très désagréable, et qui là trouve un rôle vraiment formidable. La série va durer 7 saisons. Elle est diffusée en France sur France 2, Antenne 2, à l'époque, en début d'après-midi. Donc on se la revoit un peu en cocooning en début d'après-midi. Et c'est une série qui mérite vraiment d'être redécouverte, parce qu'elle est elle est à la fois très, très classique dans sa forme, en même temps très puissante dans ce qu'elle peut dire aussi en arrière-plan, au point qu'elle est nommée au Golden Globe, je crois, en 1994. Et ben voilà un beau plaidoyer donc pour aller redécouvrir ou découvrir, pour beaucoup de gens, je pense, ce vieux classique de la télé américaine. Ça s'appelle donc Dans la chaleur de la nuit et c'est sur Prime Video. On va terminer avec toi, Vesper, avec un choix que je valide à 100%. Alors je n'ai Ça me même fait pas vu plaisir. la saison en cours, mais c'est Shrinking, série d'Apple TV. Quand on parlait de cocooning, là on est à fond dedans. La nouvelle saison, la saison 3, vient de commencer. Exactement. Bah, en fait, il y a quelque chose avec les séries Apple Télé, c'est qu'elles sont excellentes et que personne n'en parle. Alors, C'est vrai. ici, on Voilà. en parle. Ici, Heureusement, voilà. mais À chaque fois, j'ai heureusement. l'impression de me répéter à chaque émission, il faut aller regarder les séries d'Apple TV parce que c'est Exactement. en tout cas le catalogue le plus dense, cohérent. Voilà, c'est le mot que je cherchais, cohérent. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Sévrance. Là, on a parlé beaucoup de Pluribus. On a évidemment parlé de Ted Lasso. Et justement, Shrinking a beaucoup de liens avec Ted Lasso, vu que plusieurs de ses créateurs ont un lien. Justement, ça a été co-créé par Jason Segel, donc, qui jouait dans How I Met Your Mother. Ouais. Mais également donc, par Brett Goldstein, qui co-écrivait Ted Lasso, et par Bill Lawrence, qui a créé beaucoup de séries, et notamment Scrubs. Donc voilà, c'est des personnes qui savent quand même y faire un niveau comédie. Shrinking, ça vient de shrink, qui veut dire psy. Et en fait, on suit trois psychologues, dont l'un est incarné par Harrison Ford, qui est excellent. Qui est formidable. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Pour le coup, il est extrêmement touchant. Vieux psy bougon, voilà, avec une vraie histoire. C'est touchante, ça. hein. Il fait un peu son Harrison Ford au début. Oui, et il joue de ce personnage qui s'est construit, voilà, de grogneur un peu du fond de la pièce. Exactement. Et en fait, il a un arc assez touchant lié justement en plus à la maladie de Parkinson. Ouais. Et donc du coup, Jason, en fait, le héros principal, on va dire, c'est donc Jason Segel qui a perdu sa femme dans un accident de voiture et qui voilà, vit son deuil comme il le peut. Et c'est une série qui fait beaucoup rire, qui fait beaucoup pleurer, mais qui fait énormément de bien. Et justement, je trouve aussi que tout le cast est vraiment très attachant. Ils sont à la fois insupportables et très drôles. Et ça marche très bien. Et surtout, l'idée, c'est que comme c'est des psys, c'est des gens qui parlent beaucoup de ce qu'ils ressentent. Ouais. Et c'est assez appréciable. Donc, ils sont tous très drôles. Bon, voilà, donc ça marche très bien. Mais ils arrivent quand même à décortiquer les traumas qu'ils ça traversent. pose beaucoup de mots et beaucoup de dialogues assez profonds sur l'état actuel de la santé mentale des jeunes, sur la maladie de deuil, Parkinson, exactement. la vieillesse, Michael J. etc., Fox, là. c'est ça. Hein. Et alors Il y a là, Michael dans J. la Fox saison qui est dans 3, on saison le voit. 3, justement, pour faire un lien avec qui Avec a la maladie de Parkinson. Parkinson depuis de nombreuses années, qui vient justement, alors pas en clin d'œil, il y a un vrai personnage dans cette nouvelle saison. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une série qui fait beaucoup de bien, qui a une super bande-son aussi, par Oui, ailleurs, qui est c'est très vrai, travaillée, mais comme c'est l'avait vrai. déjà Ted Lasso, etc., c'est un peu... Voilà, si vous avez aimé Ted Lasso, globalement, vous aimerez Shrinking. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Oui, Sauf si clairement. vous étiez venu uniquement pour le football dans Ted Lasso, mais après vous avez du coup été peut-être un peu déçu à ce Qui est venu niveau-là. pour le football pour Ted Lasso, hein, Moi au c'est- début j'étais venu pour le football. Non, mais c'est comme venir Mais- pour le hockey sur It Rivalry. Oui, hein, ça voilà. n'a- Forcément, on s'expose à des déceptions. Ou pour le café Euh, dans Twin Peaks. Ou pour le café dans Twin Peaks, voilà. Mais voilà, allez regarder Shrinking et par ailleurs, j'en profite pour dire que c'est le bon moment pour la découvrir puisqu'il y a une nouvelle saison de Ted Lasso qui arrive cet été Bientôt, ouais. sur Apple TV aussi et une nouvelle série de Bill Lawrence, donc le créateur de ces deux séries et de Scrubs notamment, qui arrive dans, je crois, 2 mois sur Apple TV aussi, qui s'appelle Rooster. Ce sera avec Steve Carell. Je crois que ça va parler d'un quadra quinca un peu, enfin plutôt quinca Steve Carell maintenant, que Oui. quadra plutôt quinca, voire sexagénaire, qui
va voir sa fille sur son campus à l'université et qui est un peu en dépression, qui pète un peu un câble. Ça a l'air assez drôle et assez touchant, encore une fois, toute cette même recette. On essaiera de parler de Bill Lawrence une fois, un peu de qui est ce monsieur dont le nom n'est pas aussi ronflant que celui d'autres grands créateurs comme Vince Gilligan ou comme Ryan Murphy ou autres, qui sont des grands showrunners aujourd'hui. Bill Lawrence, aujourd'hui, c'est que des succès, globalement, depuis 15 ans. Donc, on essaiera de parler de lui. Shrinking, en attendant, allez donc la voir sur Apple TV. Il y a la 3e saison qui vient de commencer. Régalez-vous. Merci Vesper pour cette reco et pour cette première très réussie. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Avec plaisir. On essaiera de parler de Tomb Raider. Je trouverai mais une pour la série Amazon qui arrive bientôt. Il y a bientôt. une série qui arrive normalement. Donc, on essaiera de trouver une case pour que tu reviennes nous voir. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et merci Alex. Encore une fois, avec ta science des séries qui est venue encore une fois nous apprendre plein de trucs, nous donner plein de bonnes idées de séries aussi à découvrir. On te retrouve toi sur VL Media tous les vendredis. Tous les vendredis avec la voix des séries, tous les mercredis avec le club. Tout à fait, tu as 2 émissions. Comment fais-tu? Où trouves-tu toute cette énergie? Je ne sais pas. C'est l'âge, que voulez-vous? Ah putain, j'ai hâte de vieillir alors. Merci à tous les deux, ça m'a fait grave plaisir. C'est une super émission sur Twin Peaks. Allez découvrir Twin Peaks et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez rattraper celle-ci en replay, évidemment sur le site, sur la chaîne YouTube. Foncez la regarder. Allez laisser un commentaire aussi. Dites-nous ce que vous avez. Est-ce que vous avez aimé Twin Peaks? Est-ce que vous avez envie de découvrir Twin Peaks si vous ne l'avez pas vu? Débattez un peu dans les commentaires de façon intelligente, s'il vous plaît quand même. C'est la moindre des choses. Et évidemment, en podcast, si vous préférez nous écouter dans les transports, c'est tout à fait possible. Et sur ce, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode suivant.